En Suisse, il y a un chiffre qui fait vraiment froid dans le dos. On s'attend à ce que 109 hôtels familiaux ferment définitivement leurs portes en 2025. C'est juste énorme. Ouais, c'est une vraie hécatombe. Et le pire, c'est que c'est une crise silencieuse, en fait. Exactement. Si on regarde sur les 20 dernières années, c'est 1400 établissements indépendants qui ont purement et simplement disparu du paysage. 1400. On se rend pas compte, mais c'est des vies entières de travail, des patrimoines familiaux qui s'évaporent comme ça. Du coup, ça rend notre exploration d'aujourd'hui, absolument vitale. Surtout pour ceux qui nous écoutent et qui s'intéressent à l'économie locale. On plonge dans un document assez incroyable. Ah oui, c'est vraiment une pépite, ce texte. C'est un guide conçu spécifiquement pour les propriétaires d'hôtels indépendants basés en Suisse. C'est rédigé par Maurice, un expert de l'hospitalité, et il partage ses réflexions pour inverser cette tendance macabre, quoi. Et ce qui est fou avec l'approche de Maurice, c'est que c'est pas du tout de la théorie. C'est un vrai manuel de survie tactique. Ouais, avec une promesse qui paraît presque irréelle aujourd'hui. Il dit qu'on peut sauver et réinventer ces établissements sans contracter le moindre emprunt bancaire. 0 franc à la banque, c'est fort. Et il a une citation qui résume bien son postulat de base et qui va nous servir de boussole aujourd'hui. Il dit « Le petit hôtel familial n'a pas besoin de plus de chambres, il a besoin d'une nouvelle façon de penser. » Une nouvelle façon de penser. C'est intéressant parce que ça change complètement la perspective. On arrête de croire qu'il faut construire une nouvelle aile ou rajouter un spa hors de prix. Voilà, on arrête l'expansion immobilière pour se concentrer sur l'ingénierie du modèle d'affaires lui-même. Et avant de reconstruire, il faut déjà comprendre pourquoi le système actuel s'effondre. Bah oui, parce que quand on écoute les hôteliers, les coupables, ils sont tout trouvés. C'est toujours la faute des grandes plateformes en ligne, tu sais, avec leurs 15% de commission. C'est sûr que Booking.com a bon dos dans la profession. C'est ça. On accuse aussi la conjoncture, le franc fort en Suisse qui fait fuir les touristes, bref, c'est toujours des facteurs externes en fait. Sauf que notre expert, Maurice, il balaye ça d'un revers de main. Pour lui, c'est pas les algorithmes qui tuent les indépendants. Le vrai poison, la cause numéro 1 des faillites, c'est l'épuisement opérationnel. Le fameux burn-out du gérant. Complètement. Le gérant d'un petit hôtel, il est devenu un couteau suisse humain. Il se lève à l'aube pour les petits déjeuners, à midi il fait l'accueil, le soir il est sur sa compta, et entre-temps il va réparer une chasse d'eau pétée au 2e étage. C'est invivable sur le long terme, surtout que tout cet épuisement, ça génère des marges qui sont minuscules au final. Moi ça me fait penser à une analogie. Ah, vas-y, je t'écoute. C'est comme essayer de concurrencer un hypermarché de banlieue en ouvrant une petite épicerie juste en face. Mais tu la mets plus cher, t'as moins de choix, et en plus tu cultives toi-même tes carottes à l'arrière-boutique. C'est exactement ça. La bataille des prix et du volume, elle est perdue d'avance face aux chaînes internationales. On peut pas battre Marriott ou Ibis sur l'optimisation des coûts, c'est mort. Voilà. Et le piège mortel, c'est de vouloir singer leurs standards. Maurice identifie 3 armes que les indépendants ont et qu'aucune chaîne ne pourra jamais acheter. J'adore cette partie. C'est quoi exactement? L'authenticité pure, la relation humaine de proximité et l'âme du lieu. L'âme du lieu, c'est un peu abstrait quand même, non? Pas tant que ça, en fait. L'âme, c'est le vieux parquet qui craque. C'est l'histoire des grands-parents qui ont construit la bâtisse. C'est la connaissance viscérale du village d'à côté. Un cube en béton de 200 chambres à côté d'un aéroport, ça n'aura jamais ça. D'accord, je vois bien. Mais bon, reste à savoir comment on transforme ce parquet qui craque en argent à la fin du mois, parce que ça paie pas les factures. Et c'est là que le guide devient super concret. Il propose une progression par niveau. Le niveau 1, c'est l'action immédiate, ce qu'il appelle rentabiliser le vide. Et ça commence par un truc assez clivant, il me semble. Très clivant. L'automatisation totale du check-in. Maurice recommande les boîtes à clés ou les serrures connectées, avec tout un système de messages WhatsApp pour gérer les ventes additionnelles avant l'arrivée du client. Les fameux upsells. Ouais, donc en un clic sur son téléphone, le client peut prendre un check-out tardif ou un plateau de fromage locaux dans sa chambre. Ça rapporte entre 20 et 50 francs suisses de marge pure par séjour, sans aucune intervention du personnel. Ouais, alors là, faut qu'on s'arrête 2 secondes, parce que j'ai une vraie réserve là-dessus. Je m'en doutais. L'accueil humain, c'est ça. Bah oui, remplacer le sourire de l'aubergiste par un code PIN envoyé sur WhatsApp. C'est pas la définition même de la destruction de cette âme dont on vient juste de parler? C'est l'objection classique. Mais Maurice a une réponse imparable basée sur la psychologie du voyageur moderne. C'est-à-dire? Mets-toi à la place du client. T'as fait 5 heures de route, il pleut, t'arrives à 21h30. Ton rêve, c'est pas de raconter ta vie au comptoir en remplissant une fiche de police, tu vois. C'est vrai que vu comme ça, on a juste envie d'aller dormir. Exactement. Le client veut de la fluidité, une douche chaude. Remplir de la paperasse, c'est une contrainte, c'est pas de l'hospitalité. L'automatisation, elle enlève cette friction. Ok, donc l'humain n'est pas mort, il est juste déplacé. C'est tout à fait ça. Le temps que le gérant gagne le soir, il le réinvestit le lendemain matin au petit déjeuner. Là, le client est reposé, il a son café, il est dispo pour discuter de la région. L'humain intervient au moment où il a le plus d'informations
d'impact émotionnel. C'est hyper pertinent en fait. L'hospitalité devient une question de timing. Bon, et dans cette guerre contre le vide, il y a une autre idée qui m'a sauté aux yeux. C'est les enchères WhatsApp à 17h. Ah oui, et l'idée numéro 2 de Maurice, brillant. Sur le papier, je sais pas. Vendre une chambre qui vaut 150 francs à seulement 60 francs en fin de journée pour les locaux, ça fait un peu braderie désespérée, non? Comptablement, c'est implacable. Une chambre vide la nuit, c'est une denrée ultra périssable. Dès minuit, elle vaut 0. Elle rapporte que dalle, mais elle te coûte en chauffage, en électricité. C'est net. Bon, si tu récupères 60 francs dessus, c'est 60 francs de bénéfices purs qui seraient partis en fumée de toute façon. L'idée, c'est d'avoir une communauté WhatsApp fermée de locaux. Ouais, mais comment tu fais ça sans saouler les gens ou sans avoir l'air d'être au bord de la faillite avec tes promos de dernière minute? Tout est dans le positionnement. Faut pas présenter ça comme un spam ou une promo Lidl. Faut le vendre comme un club très VIP, un privilège d'insider. Ah, genre bon plan exclusif pour les gens de la vallée. Exactement. On a une dispo ce soir, c'est pour vous. La rareté annule complètement l'effet de braderie. Ok, c'est malin. Et toujours sur le vide, le document pousse le concept du day use hyper loin. Louer la même chambre à un télétravailleur de 8h à midi, ensuite un commercial de passage vient prendre une douche entre 13h et 15h, et le soir, le touriste normal arrive. Rentabiliser la chambre 3 fois par jour. Sur le papier, c'est beau, mais logistiquement, comment un petit hôtel familial gère le ménage 3 fois dans la journée? C'est un cauchemar, non? Ce serait un cauchemar si tu faisais le ménage complet à chaque fois. Mais le télétravailleur du matin, il défait pas le lit. Il veut juste du calme et un bon Wi-Fi. C'est vrai, il reste assis au bureau. Voilà. Le nettoyage, c'est vider la corbeille et aérer la pièce. Maurice insiste beaucoup là-dessus. Il dit qu'il faut arrêter de penser qu'on vend un lit. On loue un sanctuaire privé. Un sanctuaire privé, ouais. Ce qui nous amène à l'idée numéro 4 d'ailleurs, que j'ai trouvé géniale. Louer ces espaces en journée pour des créateurs de contenu, sur des plateformes comme Peerspace. Ah ouais, la monétisation du décor. C'est ouf, parce que souvent, les petits hôteliers, ils complexent. Ils regardent leur poutre en bois un peu vieillotte, ils se disent « Ah, on n'est pas un hôtel design de centre-ville ». Mais en fait, pour un photographe ou un influenceur, ce côté authentique, avec vue sur les Alpes, c'est une pépite. C'est clair. Et tu peux facturer ça 100 francs de l'heure l'après-midi alors que la chambre serait restée vide. En plus, tu profites de la visibilité sur leurs réseaux sociaux. Double victoire. Et ça permet d'amener de la trésorerie rapide, ce qui nous fait passer au niveau 2 du guide de Maurice. Une fois qu'on respire un peu financièrement, il faut s'ancrer dans le local. C'est ça. Le but, c'est de tuer l'hôtel généraliste. Vouloir plaire à tout le monde, c'est l'assurance d'être moyen partout. Exactement. Le document donne l'exemple des hôtels qui deviennent des camps de base pour cyclistes ou des havres de détox digital. Il faut trouver sa niche. Y prendre la niche du cyclisme, par exemple, c'est risqué, non? On parle pas juste de poser 2 vélos dans la cour. Faut un atelier sécurisé pour des vélos qui coûtent le prix d'une bagnole, des menus spéciaux. C'est un sacré investissement. Oui, mais l'avantage, c'est que tu échappes totalement à la guerre des prix. Le passionné de vélo, s'il sait que son équipement à 10 000 francs est en sécurité, il va pas négocier le prix de la chambre. Il paie pour la tranquillité d'esprit. C'est vrai, la sensibilité au prix disparaît. Et puis ces passionnés, ils fonctionnent en tribu. S'ils kiffent ton hôtel, ils en parlent à tout leur club. Ton marketing se fait tout seul par le bouche-à-oreille. Ok, mais même un cycliste acharné, il vient pas pédaler en montagne au mois de novembre. Ah, la fameuse basse saison. Bah oui, et là, Maurice lâche une idée révolutionnaire. L'idée numéro 6, je crois, c'est l'abonnement local. Ça, c'est un game changer. Transformer l'hôtel en club privé pour les habitants du village. Pour 88 francs par mois, ils viennent bosser dans le lobby en coworking, ils ont le café, accès aux douches. Imagine l'impact sur la trésorerie. L'hôtellerie, c'est hyper fragile à cause de la saisonnalité. Mais si t'as juste 50 personnes du village qui s'abonnent à 90 francs, Attends, 50 fois 90, ça fait 4500 francs de revenus fixes. tous les mois, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on soit en novembre ou en plein mois d'août, ça couvre tes charges fixes incompressibles. C'est brillant. Et surtout, le bâtiment devient le cœur battant du village. Il est plus juste une boîte à dodo pour les touristes. Et une fois que t'es le carrefour du village, tu deviens ce que Maurice appelle un hub d'expérience. T'associes avec le fromager du coin ou le prof de yoga, tu vends leurs ateliers sur ton site et tu prends 15 à 20% de commission. Le principe de levier est parfait. On capitalise sur le flux de clients sans rajouter du travail au gérant. C'est pareil avec les médecins locaux d'ailleurs. Maurice suggère de créer des séjours santé, par exemple pour la prévention du burn-out. Les médecins t'envoient des patients en pleine semaine. Ah ouais? Et là, 0 commission à payer aux plateformes de réservation, c'est du direct. Complètement direct. Mais pour que tout ça marche, faut que les gens te connaissent. L'idée numéro 12, c'est de devenir son propre média sur des réseaux comme TikTok ou YouTube. Sans faire des pubs lisses et ennuyeuses, on est d'accord? Ah, surtout pas. Faut montrer la
réalité brute. Comment on prépare une chambre, la galère pour se faire livrer en montagne avec la neige ou l'histoire de la grand-mère fondatrice. C'est cette vulnérabilité qui crée une vraie confiance. Et bon, une fois qu'on a mis tout ça en place, on arrive au niveau 3 et 4, les décisions radicales. Accroche-toi, c'est là que ça se coupe. L'idée numéro 14. Je sais que ça va faire hurler pas mal d'hôteliers qui nous écoutent. Maurice préconise purement et simplement de fermer ou d'externaliser le restaurant interne. Le tabou absolu dans la profession. Mais là, je dois faire l'avocat du diable. Fermer le resto d'un petit hôtel de montagne, c'est comme un pub irlandais sans bière, tu vois. Le cliché du dîner au coin du feu après le ski, c'est sacré. On va quand même pas envoyer les clients crever de faim dans la tempête de neige. Je comprends l'argument romantique, mais les bilans comptables, eux, ils n'ont pas de sentiment. Le restaurant, dans 90% des cas étudiés par Maurice, c'est un trou noir financier. À ce point-là? Ah oui, faut du personnel hyper qualifié qui coûte cher, il y a du gaspillage alimentaire, des normes d'hygiène folles, et tout ça pour allumer les fourneaux un mardi soir de novembre pour 3 pauvres clients. C'est un gouffre. C'est vrai que vu comme ça, la marge fond très vite. En fermant la cuisine, tu perds un peu de chiffre d'affaires, certes, mais tu récupères une marge énorme et surtout tu gagnes une santé mentale inestimable. Et pour les clients qui ont faim alors? Bah, tu fais des partenariats avec les autres restaurateurs du village, ça fait marcher l'économie locale. Ok, ça a du sens. Mais du coup, t'as une salle de restaurant gigantesque qui est vide. Qu'est-ce que t'en fais? Idée 15. Tu transformes cet espace pour accueillir des retraites d'entreprises ou de créateurs. Ah, on passe de vendre un repas incertain à 40 balles à vendre un package complet d'immersion pour des boîtes. Et là, on parle de 250 à 500 francs la nuitée par personne. Tu vends plus des mètres carrés, tu vends des conditions optimales pour la créativité. C'est beaucoup plus léger à gérer qu'une cuisine. Le saut qualitatif est énorme. Bon, et on approche de la fin de cette feuille de route, avec un sujet qui angoisse tout le monde, la relève. Ouais, l'idée numéro 19. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que les banques refusent de prêter aux jeunes qui veulent reprendre ces petits hôtels. Les banques fuient le risque et les fonds d'investissement s'en fichent des hôtels de moins de 75 chambres. Du coup, les vieux propriétaires sont bloqués avec un truc invendable. Et là, Maurice sort sa carte maîtresse, le successeur embarqué. Travail? Exactement. C'est de l'ingénierie financière géniale. Leurs intérêts sont totalement alignés. Et au bout de 3 ou 4 ans, il y a une option d'achat globale qui s'active. Le propriétaire sortant à sa retraite assurée, le jeune prend les rênes et 0 banque impliquée. C'est brillant. Et il y a une dernière astuce pour solidifier tout ça, c'est la force du collectif. Créer des coopératives? Voilà, 4 ou 5 hôtels de la vallée se mettent ensemble, ils gardent leur nom, leur indépendance totale, mais derrière ils mutualisent tout. Les achats de linge, les logiciels de réservation, les assurances. En faisant ça, ils économisent 20 à 30% sur les coûts. Ils ont la puissance de frappe d'une grande chaîne, mais le charme d'un indépendant. Bon, si on résume cette plongée dans les réflexions de l'expert Maurice, en fait, c'est un message vachement optimiste. Très optimiste. Les hôtels qui meurent, c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce qu'ils utilisent un logiciel des années 90 dans le monde d'aujourd'hui. Ils ont 3 actifs en or, l'authenticité, l'ancrage local, la taille humaine. C'est des trucs que l'industrie mondiale rêve d'avoir. Et pour sauver ça, pas besoin de millions de francs. Faut juste du courage. L'hôtel, c'est plus un fardeau. C'est une plateforme qu'on peut complètement réinventer. Et ça commence par des trucs minuscules. Demain matin, tu mènes boîte à clés. L'après-midi, tu crées un groupe WhatsApp pour les locaux. Chaque petite action redonne de l'oxygène. C'est la somme de ces petits actes qui fait la renaissance du lieu. Bah écoute, ça m'amène à une réflexion finale pour conclure notre analyse d'aujourd'hui. Un truc un peu provocateur à laisser à ceux qui nous écoutent. Vas-y. Si l'hôtel indépendant de demain tire sa rentabilité des abonnements de coworking des gens du village, des tournages de créateurs l'après-midi et des commissions sur les expériences des artisans locaux, est-ce que le fait de proposer un lit pour dormir la nuit, ça va pas finir par devenir paradoxalement une simple activité secondaire ?